une consoeur agronome qui travaille depuis une quinzaine d'années dans l'agroalimentaire, le secteur biologique et de proximité. Elle est coordonnatrice du réseau de familles d'équiterres et porte-parole chez Équiterre pour les enjeux agroalimentaires. Isabelle va nous parler d'un aspect plus pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme consommateur et comme citoyen pour contribuer à se protéger nous-mêmes, mais aussi contribuer à ce qu'on développe un système agroalimentaire plus durable, plus respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Isabelle, la parole est à toi. Merci. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir et de vous voir en si grand nombre. Je suis peut-être pas une bonne mère, j'ai pas de chien. mais je m'engage à avoir un chien bientôt. Au grand bonheur de mon chum qui me parle d'avoir un chien. Mais avec une petite de 2 ans, je trouve que c'est déjà assez de coordination. Alors, je vous présente Équiterre rapidement. C'est un organisme à but non lucratif qui est basé à Montréal. On a aussi un bureau à Québec. Mais on contribue à bâtir un mouvement de société en incitant à la fois les citoyens, les organisations et les gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. Donc, on voit en bas là, certains des champs d'action, programmes, projets autour desquels on travaille. On travaille beaucoup au niveau des changements climatiques, des enjeux énergétiques, du transport, de l'agriculture, de l'alimentation. Vous pourrez voir sur le site Internet. Et on a, en fait, à travers les faits qui nous ont été présentés par Larissa et Luc précédemment, qui sont des questions préoccupantes et intéressantes, on a une campagne au niveau des pesticides spécifiquement. Alors, vous pouvez voir sur notre site Internet, on a une pétition qui demande au gouvernement du Québec d'interdire l'usage des néonicotinoïdes et de d'autres pesticides qui sont interdits dans le CDE. Alors, ça a été déposé au Parlement en novembre, 18 000 signatures. La Fondation David Suzuki est partenaire pour le reste du Canada. Ils ont déposé 60 000 signatures et on continue d'accumuler. Donc, si vous êtes intéressé, c'est un geste citoyen que vous pouvez faire. Quand on se questionne, en fait, sur notre système alimentaire, on pense à un système alimentaire plus durable. Si on regarde un petit peu en arrière, au Québec, dans les années 60, on comptait 95 000 entreprises agricoles et actuellement, on en compte 28 000. Et dans cette période-là de temps, les superficies ont quadruplé, donc les fermes n'ont pas toutes disparu. Évidemment que les voisins rachètent des entreprises et grossissent leurs fermes. On en perd quand même, on perd des fermes au Québec, entre 6 et 7 fermes en moyenne au Québec qui sont justement passées, ou en tout cas qu'on perd littéralement. Mais donc, avec cet enjeu-là de superficie, vient une préoccupation, en fait, un impact où les producteurs sont à la recherche d'efficacité pour gérer leur plus grande production. Et donc, c'est là où entre les pesticides, on a vu tantôt, mais le ministère de l'Environnement, Développement durable et des parcs nous signifie que dans les cours d'eau qui ont une qualité très mauvaise ou mauvaise, 7 des 8 cours d'eau qui sont les plus pollués sont des cours d'eau qui coulent en milieu agricole. Donc, on a des indicateurs, là, vraiment des impacts qui sont probants sur ce qui se fait lessiver. Et aussi, un fait qui est intéressant, j'ai appris qu'en France, en mai dernier, la maladie de Parkinson a été reconnue comme une maladie professionnelle pour les travailleurs de l'agriculture, pour les agriculteurs. Et donc, le lien avec les pesticides a été clairement documenté. Donc, il y a 5 maladies comme ça qui sont reliées aux pesticides en France. Et donc, ça fait tache d'huile, ça représente quand même une avancée scientifique et des recherches qui sont derrière ça au niveau de la santé de tout un groupe de population qui sont là pour nous nourrir à toute fin pratique. Et donc, l'alternative, en fait, pourquoi on pense à ce moment-là à quel point c'est justifié de produire bio, de manger bio, ça prend tout son sens quand on apprend des choses comme ça. Et le marché est en bon état au Canada. Les ventes ont augmenté seulement en 12 ans de 12 %. Donc, il y a une tendance. La demande aussi est très importante, autour de 15 %. Donc, il y a des ventes. En fait, le marché, là, si on sort certains chiffres, je les
préciser, je n'ai juste pas en tête. Les ventes étaient en 2010 de 2,8 milliards et sont actuellement de 3,7 milliards. Et la tendance est pour se maintenir. Les gens ici, il y a peut-être des étudiants qui pensent à se lancer en agriculture biologique et on sait qu'au Cégep de Victo, il y a une cohorte d'étudiants en bio là, qui est vraiment en augmentation. C'est une excellente nouvelle. Les gens qui consomment déjà les produits biologiques, donc les acheteurs aguerris, selon une étude de Canadian Organic Trade Association et la filière biologique du Québec, affirment à 36 qu'ils vont augmenter leur consommation de produits bio. Et ce qui les intéresse le plus, c'est le secteur des fruits et légumes frais. Donc, on n'a pas à s'inquiéter si la tendance est pour être à la baisse. Je pense qu'il y a plutôt une prise de conscience et un développement du marché qui est là pour rester encore un certain nombre d'années. Ici, pour vous donner une vision du nombre d'entreprises au Québec, autour de 1000 entreprises. Et si on compare à l'année 2002, on en comptait autour de 325. Donc, l'augmentation est là. Il y a de la place pour encore plus de producteurs bio. Et le nombre de produits est de à peu près 5600, les produits québécois. Par contre, on note qu'au Canada, seulement 54% des produits bio fabriqués au Canada sont d'origine, des produits bio du Canada les produits qui sont consommés au Canada, 54% sont produits ici ou encore transformés ici. Ça veut dire que le café bio transformé au Québec fait partie de ça. Par contre, l'étude exclut tout ce qui est vendu en marché public, en panier bio, ce qui ne passe pas par les caisses enregistreuses des commerces. Ça, c'est des chiffres qui sont relevés dans les grands magasins. Alors, il y a comme deux volets, le volet des produits importés et le volet des produits qui ne sont pas achetés sur les canaux conventionnels. Et bon, il n'y avait pas, en fait, ailleurs, en Europe surtout, il y avait des études qui démontraient la pertinence et les contributions de l'agriculture biologique à l'environnement à plusieurs égards. Mais au Québec, on n'avait pas encore d'études comme ça, et cette étude-là du ministère de l'Environnement, du Développement durable et des Parcs est sortie en 2011. Et franchement, ça n'a pas fait vraiment beaucoup de bruit, mais je pense que ça mérite qu'on en parle et qu'on la ressorte, qu'on la recircule, cette étude-là, parce qu'elle nous révèle que la performance environnementale est supérieure en agriculture biologique au mode conventionnel. Évidemment que les gens qui sont vendus au bio savent ça, c'est pourquoi que le mouvement, depuis 40 ans, est en développement. Mais je pense que les gens du milieu de l'agriculture conventionnelle auraient avantage à prendre connaissance de cette étude-là pour penser à des conversions à l'agriculture biologique. Et donc, au niveau des performances, des indicateurs sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité des sols, donc c'est des indicateurs de performance plus élevés. Et économiquement, ce que l'étude relève, c'est que passé la période de la transition, la production bio atteint souvent la même productivité, la même rentabilité, notamment au niveau des grandes cultures. Et les bénéfices d'exploitation sont assez souvent équivalents ou supérieurs, même si les rendements peuvent être inférieurs à cause de la prime au bio. Donc les perspectives économiques aussi pour les entreprises sont bien intéressantes. Et ce qu'on lit comme conclusion dans cette étude-là, c'est que considérant les objectifs poursuivis par la société et l'État québécois, il pourrait s'avérer pertinent de miser sur le secteur biologique dans les stratégies ou les politiques québécoises de développement durable de l'agriculture. Donc, je ne rentrerai pas sur tout ce qui pourrait être fait dans ce sens, en fait, à moins qu'on passe le reste de l'après-midi ici, mais on aurait, en fait, c'est une conclusion qui est porteuse et qui commande un certain engagement au niveau de l'État. À la lumière de ces considérations-là, vraiment, là, on a toutes les pistes de choisir des aliments bio et on peut regarder individuellement ce qui s'offre à nous comme choix. Et je vous proposerai plus tard qu'on regarde aussi collectivement ce qu'il y a comme initiative intéressante pour cultiver différemment, distribuer différemment, partager aussi. Alors, les marchés publics, vous connaissez, tout le monde achète dans les marchés publics, mais ce qui est intéressant au niveau des marchés publics, c'est qu'ils sont en forte croissance. On en comptait 65 au Québec en 2007 et ils sont plus d'une centaine, il y en avait plus d'une centaine en 2013. Donc, il y a un fort intérêt du côté des marchés publics. Les marchés virtuels aussi sont en fort développement. L'exemple du marché de proximité de Québec où les producteurs sont certifiés bio, mais il y a d'autres écomarchés à Sherbrooke, l'écomarché de solidarité des Amis de la Terre qui est un précurseur
qui avait démarré ça il y a plus d'une dizaine d'années. Et il y a l'Avenir aussi, qui a son écomarché, Belleuil, Châteauguay, Saint-Hyacinthe. Et ici, on me disait hier qu'à Victoriaville, le marché de solidarité régionale était bien rentable, capable d'engager une personne, regroupait plusieurs producteurs, des producteurs locaux, des producteurs bio. Alors, il y a vraiment un engouement là, pour l'achat via l'Internet. Avoir son fermier de famille, évidemment, vous attendez bien que j'allais vous en parler. L'avantage pour le producteur, lorsqu'on s'abonne au panier bio, c'est que le producteur peut bénéficier des sous à l'avance. Donc, la mise en marché, elle est assurée. L'argent est rentré tôt en saison. Avant même d'avoir récolté sa première carotte, le producteur sait que s'il veut approvisionner 30 familles, 100 ou 400 familles par semaine, les revenus sont sûrs, donc on peut planifier les dépenses et donc penser à un budget d'entreprise, à une rentabilité, de pouvoir la planifier plutôt que d'aller selon ce qu'il y aura comme possibilité de vente. Il y a une centaine de fermes bio qui font partie du réseau que Équiterre coordonne, 13 200 familles qui seront desservies à partir de cet été, 500 points de livraison dans 14 régions du Québec, donc ce n'est pas une initiative qui est purement autour de Montréal. Et à noter qu'ici à Victoriaville, il y a eu par le passé certaines fermes qui offraient des points de livraison ici aussi, mais le cégep de Victoriaville, avec sa ferme maraîchère, sous l'initiative de Ghislain Jutra et Robert Saint-Arnaud, ont joint cette année le réseau, donc on est très, très contents. C'est la première école d'agriculture qui s'engage à faire des paniers bio, à les offrir à leurs concitoyens et à faire partie du réseau d'Équiterre. Donc c'est une très chouette initiative. Et bon, des fois, les gens vont se dire, ouais, le panier bio, j'y pensais, mais c'est compliqué, je ne sais pas trop où m'inscrire, tout ça. Mais il faut savoir que c'est simple et c'est pratique. On s'inscrit directement auprès de la ferme. Mais l'été, lorsqu'on est en vacances, la plupart des fermes vont permettre de suspendre pour quelques semaines. Il y a toujours un panier d'échange au point de livraison. S'il y a des légumes qu'on n'aime pas tellement parce que c'est un panier surprise, on va pouvoir faire des échanges. On a un module d'achat en ligne qu'on teste cette année pour une première année. On veut mettre collectivement pour nos fermes un module d'achat par Internet avec un outil de gestion du groupe d'abonnés. C'est une subvention du MAPAC qui nous permet de pouvoir offrir ça à nos agriculteurs. Donc, de plus en plus, les gens pourront naviguer sur le web et tout de suite acheter leur panier auprès de la ferme avec carte de crédit ou peu importe. Alors, c'est un des projets qu'on développe. Et c'est en croissance que je vous disais, cette année, on a 11 nouvelles fermes qui ont joint le réseau. Depuis 3 ans environ, le nombre de familles qui peuvent être desservies augmente d'à peu près 1000 familles par année. Et le nombre de points de livraison augmente aussi, notamment grâce à des partenariats. La chaîne d'épicerie Métro est partenaire avec nous depuis 2012 et permettent aux agriculteurs de développer un point de livraison dans le stationnement de l'épicerie. Donc, mutuellement, on peut faire plus de promotions, informer un public nouveau, des gens qu'on rejoignait moins avant. Et pour les gens, ils nous disent qu'ils apprécient énormément de pouvoir aller chercher leur point de livraison à l'épicerie puis de faire quelques emplettes en même temps. C'est très pratique. Et ce que les gens apprécient beaucoup aussi, c'est de recevoir le fermier de famille qui vient livrer au bureau. Donc, à la fin de la journée, le fermier est passé à 2h ou à 3h l'après-midi, on va chercher notre panier puis on repart directement à la maison avec nos légumes. Donc, c'est une autre initiative qu'on développe et que les gens apprécient énormément. Et l'avantage pour les citoyens, c'est que souvent, on va avoir accès, à travers les paniers bio, à une diversité accrue de produits biologiques qui sont très, très frais. Mais des fois, il y a plus de diversité avec les fermiers de famille que ce qu'on peut retrouver au marché, mais surtout à l'épicerie ou au magasin d'aliments naturels. Alors, ça fait le tour. La période d'inscription va commencer à partir du début avril, où déjà, pour l'instant, quelques fermes ont commencé à prendre les inscriptions. Donc, vous serez bienvenus de vous abonner sur le site internet panierbio.org. Et là, on voit qu'on est dans un champ. C'est une autre façon qu'on peut aussi s'approvisionner en aliments bio, en aliments locaux, d'aller faire de l'autocueillette. C'est une activité qui est plaisante. C'est aussi une activité qui a l'avantage de présenter aux tout petits la façon dont on fait pousser des légumes. Et à savoir aussi avec les fermiers de famille, souvent on peut avoir une visite à la ferme, il peut y avoir des activités à la ferme, c'est une autre belle façon de faire découvrir la production aux enfants. Et l'autre chose avec l'autocueillette que moi j'apprécie bien, c'est que quand on est chez le producteur, il est content de nous recevoir. C'est une très belle occasion de lui demander de quelle façon est-ce qu'il cultive ses légumes, est-ce qu'il utilise des pesticides, est-ce qu'il a déjà pensé à produire peut-être bio, et à amener une réflexion comme ça chez les producteurs. Donc, on peut saisir l'occasion lorsqu'on est là ou lorsqu'on passe sur les belles routes de campagne, aussi arrêter dans les kiosques à la ferme et s'approvisionner comme ça pour soutenir nos producteurs de la région.
D'ailleurs, nos choix individuels sont vraiment porteurs. Et c'est le ministre Corbeil, l'ancien ministre de l'Agriculture, en 2011, qui affirmait que si chaque consommateur québécois ajoutait 30 $ par année, seulement 30 $ par année, c'est vraiment pas beaucoup, là. Je pense que si on se force un petit peu, ça peut être 30 $ par mois, d'acheter en produits locaux, on injecterait au bout de 5 ans 1 milliard de retombées économiques dans notre économie locale. Alors, il y a vraiment là tout un levier à mobiliser. Et l'exemple du café équitable démontre à quel point nos choix peuvent être porteurs comme individus, à quel point on peut faire une différence, parce que le café équitable, ça a commencé les campagnes de sensibilisation, puis Équiterre était un des premiers en 1995-96 à faire des campagnes de cartes postales à l'époque qu'on envoyait par la poste à El Banout pour demander qu'ils offrent du café équitable, puis ça se vendait dans les collectifs d'université, dans les groupes étudiants, puis il fallait qu'on fasse des détours pour aller chercher du café équitable. C'était difficile, il y a eu quelques premiers torréfacteurs et vendeurs au Québec. Mais pour vous donner une idée d'un ordre de grandeur, en 1998 au Canada, ils se vendaient 21 000 kilos de café équitable. Et en 2011, on est à 6,1 millions de kilos de café équitable vendus au Canada. Donc ça, c'est un exemple probant que la demande des citoyens, l'initiative, la prise de conscience, ce n'est pas un grand coup de publicité à la télévision, nécessairement, que ce segment-là de produits très, très spécifiques et qui a un caractère très, très solidaire avec les gens du Sud, s'est développé. C'est vraiment parce que les gens ont pris le courage, ont pris leur initiative de demander à leur café du coin, est-ce que vous avez du café équitable? J'aimerais bien que vous saviez du café équitable. Et je le fais encore chaque matin, chaque fois que je vais chez Cora à déjeuner ou ailleurs, sur les petites cartes de suggestion, je demande toujours qu'il y a du café équitable là où il n'y en a pas. Mais, toutefois, éduquer le consommateur à l'importance de l'achat local et à l'importance de l'achat solidaire, de l'achat biologique, c'est une chose, puis c'est important, puis on le fait, vous le faites, vous en parlez aux gens de votre famille, à votre entourage, mais il faut garder en tête que se contenter de ça, ça se résume en fait à laisser opérer les forces du marché pour notre système alimentaire. Et lorsque on sait que notre système alimentaire, c'est notre terroir, c'est les gens qui nous nourrissent, c'est ce qu'on ingère chaque jour, c'est ce qui façonne nos campagnes, mais c'est ce qui va entrer dans nos cours d'eau, dans l'eau potable qu'on va voir après, Denis disait tantôt, l'eau de son puits à la campagne. Notre système alimentaire, c'est le salaire des producteurs aussi, les conditions économiques, le soutien de l'État à travers les assurances et tout ça. On ne peut pas seulement demander aux consommateurs de faire plus, de faire mieux, d'acheter plus. On a une capacité économique aussi limitée. L'épicerie coûte cher pour tout le monde. Et donc, on doit demander à l'État de se positionner, d'adopter des politiques de souveraineté alimentaire, d'aller plus loin, ne serait-ce que dans les institutions de l'État, comme on a vu en France avec les Grenelles de l'environnement en 1998, des objectifs chiffrés d'avoir 20 % d'aliments biologiques dans les cafétérias des écoles et des garderies en France. C'est un geste, c'est un positionnement, c'est un objectif. Ça envoie le signal aux producteurs qui peuvent produire, qu'il va y avoir un marché, et ça envoie le signal à la population que, comme État, comme dans nos instances étatiques, ça veut dire nos hôpitaux, nos centres de personnes âgées, il y a là, c'est juste un exemple, c'est un endroit où l'État peut prendre des politiques et donc influencer le système alimentaire, comme le droit à l'alimentation est un droit fondamental. On ne peut pas traiter notre agriculture, notre alimentation comme la production des voitures, l'importation des chaussures, ce qui est produit en Chine. Donc, en fait, c'est ça qui importe énormément. Et j'ai trouvé récemment dans une publication qui est sortie en janvier de Vivre en ville, ce livre-ci, Les villes nourricières, qui est un ouvrage très, très intéressant. Vous pouvez le commander sur le site Internet de Vivre en ville. Il y a un paquet d'exemples très, très inspirants de ce qu'on peut faire à l'échelle des municipalités, des initiatives citoyennes, des initiatives gouvernementales, des définitions, des chiffres, des statistiques. C'est très, très intéressant et je voulais vous présenter 5 ingrédients pour des villes nourricières. Donc, lorsqu'on veut penser à un modèle alimentaire plus responsable, donc on doit avoir des territoires qui sont productifs, en périphérie ou en ville, des entreprises qui sont prospères et responsables,
On doit avoir un accès amélioré aux aliments sains. Donc, on retrouve des déserts alimentaires. On a souvent entendu parler de ça. L'accès n'est pas toujours facile pour tout le monde. On doit avoir une demande de proximité qui est accrue. Donc, ça demande de l'information, de la sensibilisation et un cycle de vie optimisé, c'est-à-dire la réduction du gaspillage alimentaire ou encore la valorisation des déchets en bout de vie. Je vous propose pour la suite un road trip. On peut partir visiter certaines initiatives qui sont inspirantes, qui sont le fun au Québec et ailleurs. Donc, lorsqu'on pense à des initiatives plus collectives, donc on sort de nos choix individuels et on pense à ce qui peut être plus porteur en groupe. Des coopératives de solidarité, des coopératives, vous avez un bel exemple ici, la Coop Lamanne, c'est une belle coopérative qui survit depuis une trentaine d'années, qui fleurit depuis une trentaine d'années. Les producteurs de la Coop La Mauve à Saint-Vallier-de-Bellechasse, ce qui est différent, c'est que c'est une coopérative d'agriculteurs. Donc, pour les producteurs et par les agriculteurs, tous les maraîchers sont bio, les éleveurs sont écolos, mais se sont donné une charte de production animale là, qui respecte les animaux, bon, qui soit respectueuse au niveau de l'environnement et tout ça. Et la Coop La Mauve oui, offre des paniers à l'année, en plus de sa boutique dans le village de Saint-Vallier. Il livre à Québec. Donc ça, c'est un exemple qui est super intéressant. Par contre, je parlais c'est une coop à développer, on peut le faire sur des petites superficies. Alors, il y a l'organisme Banque de terre qui est dans 3 municipalités et qui va proposer des partenariats avec des gens qui ont des terres à partager et des jeunes ou des gens qui voudraient aussi agrandir leur superficie. Et à date, sur les sites Internet, vous pourrez voir dans ces municipalités-là, mais il y a déjà 80 parcelles qui sont disponibles, les gens qui veulent s'installer. Et donc, démarrer individuel, c'est une chose. On peut aussi accéder à la terre en groupe. Il y a l'éco-hameau de la colline du Chêne à Bromont, qui est une terre de 150 hectares où il y a 5 maisons, donc 5 familles qui vivent. Ils ont chacun leur propriété individuelle et le reste de la terre, donc les espaces sont en propriété collective indivise. Et ils se sont donnés récemment une coopérative de solidarité où il y a une ferme, donc une ferme biologique maraîchère, qui fait des paniers et qui fait aussi partie du réseau d'équipements, mais qui fait aussi des marchés publics, donc au cœur de cette terre-là. Donc c'est un autre modèle de faire ensemble et c'est pas nécessairement facile de travailler en groupe. On ne voit pas beaucoup d'exemples comme ceux-là, mais j'espère, je souhaite que ça peut essayer de travailler ensemble. Souvent, c'est le facteur humain qui rend ça difficile. Et une autre initiative qui est très intéressante, ça a commencé à Todmorden, en Angleterre, les Incredible Edibles, des gens d'une petite municipalité qui ont réalisé qu'il y avait comme plus d'agriculture autour de chez eux, mais qu'il n'y a pas longtemps, il y avait plein de producteurs qui approvisionnaient la ville. Ils se sont mis ensemble, se sont dit, ben nous, dans les espaces publics comme ça, on devrait faire pousser des légumes pour embellir, mais aussi pour donner à n'importe qui passe. Donc, ce mouvement-là, ici, on voit les légendaires, c'est en avant du poste de police. Il y a des jardins qui sont cultivés en avant des casernes de pompiers, l'hôtel de ville. Il y a une petite vidéo sur YouTube si vous voulez regarder. Mais ça SM, il y a plusieurs initiatives, des incroyables comestibles dans plein de villes ailleurs, même ici aussi à Drummondville, à Saint-Élie-de-Caxton, en Beauce, il y a un chapitre à Québec, à Westmount, dans le coin de Montréal. Et donc, l'objectif, ici, vous savez Victoriaville, oui? À ce niveau. Fait que l'idée, c'est dans des endroits, légumes à partager. Donc, on sème des trucs, on partage, on entretient ça, puis n'importe qui veut en prendre, peut en prendre. Donc, c'est une belle façon de faire, en fait, donner accès à plus de gens, de partager aussi. Je n'ai pas besoin, comme vous disiez, il y avait une dame tantôt qui disait que Victoriaville aussi, on va demander aux gens de cultiver un petit peu plus dans leur jardin pour de donner à une banque alimentaire. C'est une autre belle façon. À Edmonton, il y a une initiative aussi comme ça, Plant a Row, qui demande aux agriculteurs de semer un peu plus, de faire un petit peu plus pour donner à la banque alimentaire ou aux gens qui ont un jardin en ville aussi, la même chose. Un organisme qui est intéressant, vraiment très intéressant à Montréal, le Centropole roulant, qui a commencé en 1995, ça fait déjà 20 ans, par transformer des aliments pour les livrer en vélo aux personnes âgées qui étaient à mobilité réduite sur le plateau Mont-Royal. Et le Centropole roulant s'est dit qu'il pouvait aller plus loin, cultiver ses propres légumes plutôt que tous les acheter. Donc, depuis quelques années, cultive sur des toits, sur des toits d'édifices à Montréal, dans des bacs. Et même le Centropole roulant, bon, ça c'est un exemple dans sa cuisine, mais on a démarré il y a 2 ans les jardins du roulant,
Ils ont loué une parcelle de terre sur l'île de Montréal, à Sainte-Ville, et ils ont démarré un projet de panier bio. Il y a aussi la nourriture qui est donnée au Centre Paul Roulant, qui est vendue à des commerces. Ils approvisionnent aussi des marchés publics. Et ici, on voit des gens qui sont abonnés au panier bio, qui sont venus faire un après-midi de désherbage pour aider la ferme. Le Centre Paul Roulant coordonne aussi un autre projet très inspirant, les fruits défendus à Montréal. C'est une centaine de lieux qui sont sur la carte où on peut aller récolter les fruits dans les arbres chez les gens ou dans les lieux publics. Et le principe est intéressant, c'est qu'un tiers de la récolte va aller au propriétaire de l'arbre, un autre tiers va aller aux bénévoles qui sont là pour les récolter, et l'autre tiers va être donné à l'organisme en sécurité alimentaire. Ça se fait aussi dans d'autres villes, ça se fait à Toronto. L'organisme s'appelle Not Far From the Tree, créé en 2008. Et en 2013, ils ont récolté 10 tonnes de fruits par 1100 bénévoles. C'est quand même assez impressionnant l'ampleur que ça peut prendre, ce mouvement-là. Il y a aussi une opération à Edmonton, Fruit Rescue, qui fait aussi le partage comme ça, un tiers, un tiers, un tiers. C'est un autre bel exemple que peut-être la ville de Victoriaville aura voulu mettre sur pied dans son initiative de santé et d'alimentation l'année prochaine. On peut se diriger dans notre road trip vers une autre initiative qui parle d'arbres fruitiers, le Philadelphia Orchard Project. C'est que la ville de Philadelphie a décidé de planter des arbres fruitiers plutôt que de planter des arbres décoratifs pour permettre aux gens dans les quartiers qui sont moins favorisés d'avoir accès à des fruits comme ça directement des arbres. Donc, c'est surtout dans des centres communautaires, dans les cours de centres communautaires, dans les parcs, dans les cours d'école, de garderie, etc. À Burlington, il y a un exemple aussi très intéressant. L'organisme Intervale Center, c'est une des plus grandes fermes en ville de 350 acres, en plein cœur de la ville, et on peut y louer des parcelles. Donc, il y a un incubateur à Intervale, il y a un projet d'arboriculture, il y a un centre de distribution alimentaire qui a été fait en ville, le Intervale Food Hub, où les produits de la ferme peuvent être vendus au magasin, mais aussi d'autres producteurs de la région. Et ils ont aussi un programme de panier bio. Donc, dans le Vermont, il y a beaucoup d'initiatives. Là aussi, il y avait d'autres exemples. Ça, c'est un autre exemple à Burlington, The Farm at South Village. C'est un quartier résidentiel où il y a une ferme au centre aussi. Alors, je passe vite ici. À Boston, le Boston Food Project, c'est une autre initiative où on cultive en ville différentes parcelles dans des quartiers qui sont moins favorisés. Il y a une partie des jardins qui sont donnés à des organismes en sécurité alimentaire et qui sont offertes à des citoyens en abonnement au panier bio et à travers les marchés publics. Et la ville de Boston, très intéressant, a zoné ces zones d'agriculture urbaine, ont été zonées agricoles en ville pour permettre qu'elles soient valorisées, qu'elles soient établies dans ce zonage-là à perpétuité. Et ils ont même développé une application pour les cellulaires où on peut voir où sont les jardins publics, les jardins communautaires, et ce qu'on peut développer sur telle parcelle comme individu ou comme sous-groupe. Et même, il facilite le processus réglementaire et l'accès au formulaire de la ville pour avoir les approbations et tout ça. C'est assez génial. Donc, ce que je conclurais simplement en vous dire qu'on ne devrait pas douter en nos moyens individuels lorsqu'on a des bonnes idées, se rassembler avec les gens pour démarrer des projets qui font tache d'huile, qui influencent nos décideurs, qui sont exemplaires et qui sont inspirants. Donc, peut soi-même faire pousser la petite graine. Et je vous remercie, c'est des questions.